À Jérusalem, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondant Daniel Haïk. Bonjour Daniel Bokertov. Ce matin, le voile se lève sur les mesures que l'Union européenne a l'intention de prendre pour sanctionner Israël. Oui, effectivement, selon des experts israéliens, ces mesures devraient inclure le gel d'avoirs israéliens en Europe, c'est des interdictions d'entrée dans les 27 pays membres de l'Union européenne pour certains des habitants de Judée-Samarie qui, selon les Européens, seraient impliqués dans des actes de vandalisme et de violence contre les civils palestiniens ou qui sont considérés comme des chefs de file du mouvement des implantations. Il faut souligner que dans la décision européenne, ces habitants sont mis sur le même piédestal que les terroristes du Hamas les plus cruels. Puis ce matin, la décision de l'Union européenne provoque en tout cas une vive condamnation en Israël. Oui, en particulier bien sûr dans la mouvance de la droite nationaliste et dans les localités juives de Judée-Samarie. Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui est aussi, vous le savez, le leader du parti sioniste religieux, a très fermement critiqué ces décisions européennes. Il a surtout appelé à l'annulation de tous les accords d'Oslo qui sont encore en application en Judée-Samarie. Il a par exemple appelé à supprimer tout simplement les zones A, B et C. Et plus concrètement, il propose de faire de l'ensemble de la Judée-Samarie une seule et unique zone C. Même Naftali Bennett a d'ailleurs dénoncé la décision européenne qu'il a qualifiée de décision dangereuse contre l'État d'Israël. Et puis cette décision de l'Union européenne a également provoqué la colère des élus locaux israéliens en Judée-Samarie. Oui, le président du conseil régional de la région de Binyamin, Israël Gantz, a condamné cette décision, a parlé de summum de l'hypocrisie de la part de l'Union européenne. Quant à Yossi Dagan, qui préside le conseil régional de Samarie, il dénonce le parallèle entre les habitants juifs et les terroristes du Hamas. Il n'y a pas deux camps violents, a-t-il dit. Il y a un camp qui assassine des femmes et des enfants et un camp, le nôtre, qui a choisi la vie. Le reste de l'actualité, c'est la Knesset qui a voté hier en séance plénière la loi permettant de traduire en justice dans un tribunal d'exception les terroristes impliqués dans les massacres du 7 octobre. Oui, cette loi présentée par les députés Simcha Rothman et Yulia Melinovski prévoit la formation d'un tribunal militaire spécial à Jérusalem qui jugera ces terroristes et pourrait les condamner à mort. En seconde et troisième lecture, 93 députés de la coalition et de l'opposition ont voté en faveur de cette loi à l'unanimité sans la moindre opposition. En Israël, les experts juridiques affirment que ce tribunal pourrait être comparé à celui de Nuremberg qui a jugé et condamné après la guerre les dignitaires nazis. Et puis la Knesset a également débattu hier d'un projet de loi visant à séparer la double fonction du conseiller juridique du gouvernement. Oui, il s'agit de séparer la fonction de conseiller juridique du gouvernement de celle d'attorney général, car cumulées, comme c'est actuellement le cas, eh bien, ces deux fonctions donnent au conseiller juridique du gouvernement, dans le cas précis à la conseillère juridique du gouvernement, Galit Barav-Miara, un immense pouvoir. Le président de la commission des lois de la Knesset, Simcha Rothman, a rappelé que même l'ex-président de la Cour suprême, le juge Aaron Barak, avait dénoncé en son temps, il y a de nombreuses années, cette concentration des pouvoirs entre les mains du conseiller juridique du gouvernement. Et puis justement, c'est aujourd'hui que la Cour suprême doit débattre des recours déposés contre la nomination du général Roman Goffman à la tête du Mossad. Oui, la conseillère juridique du gouvernement, Galit Barav-Miara, encore elle, s'oppose à cette nomination en dépit du fait que la nomination a été confirmée par la Commission suprême des nominations de très hauts fonctionnaires. Même le chef sortant du Mossad, Dedi Barnea, s'oppose à cette nomination en raison d'une vieille affaire liée à la carrière militaire de Goffman. Hier, Netanyahou a vivement critiqué Dedi Barnea pour avoir écrit cette lettre et pour l'avoir envoyé à la conseillère sans le consulter. Et dans une vidéo, le Premier ministre a affirmé que lui seul décidera qui sera le prochain chef du Mossad. Le président Trump envisage plus sérieusement, lui, l'option d'une reprise de la guerre contre l'Iran après la réponse intempestive des Iraniens. Oui, le président américain a multiplié au cours des dernières 24 heures les déclarations reflétant son mécontentement. Trump considère qu'il y a de profondes divergences de vues au sein de la direction iranienne et que c'est cela qui impacte les pourparlers et empêche de parvenir à un accord. Hier soir, à la Maison-Blanche, Donald Trump a affirmé que le cessez-le-feu actuel était plus fragile que jamais. J'ai lu leur papier de merde, a-t-il déclaré. Je ne l'ai même pas terminé, je n'ai même pas vu de document, je n'ai jamais vu de document aussi faible, a dit le président américain. Cependant, les observateurs s'accordent à penser que Donald Trump ne reprendra pas les hostilités avant sa rencontre dans quelques jours avec le président chinois. Et puis une nouvelle donnée économique encourageante pour l'économie israélienne. Oui, selon les données fournies par le ministère des Finances, le déficit budgétaire d'Israël est tombé à 3,8% du PIB, soit sensiblement inférieur aux prévisions les plus favorables. L'objectif fixé pour le mois d'avril 2026 était un déficit de 4,9%, soit un montant total de 11 milliards de shekels, alors que l'an dernier, pour ce même mois d'avril, il était de plus de 11 milliards. Et quant aux recettes de l'État, eh bien, elles ont atteint en avril 50
40 milliards de shekels sur les 4 premiers mois de l'année 2026. On assiste à une progression de plus de 9% de ces recettes. Attention tout de même, les experts affirment qu'une nouvelle confrontation avec l'Iran pourrait affecter ces indices économiques encourageants. Merci beaucoup. Merci Daniel. Rendez-vous tout à l'heure à 7h30 sur Radio J. Une page météo pour compléter ce premier journal d'information. Le temps sera très chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien aujourd'hui. Les températures prévues aujourd'hui 32 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et Ashdod, 30 à Haïfa et Netanya, 37 à Beersheva et 39 degrés aujourd'hui à l'ombre à Eilat. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le colonel Olivier Rafovitz. Olivier, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, merci de m'inviter dans votre émission. Merci d'être avec nous ce matin. Avec vous, je voudrais que l'on parle de la situation du Sud-Liban, qui reste tout de même extrêmement préoccupante. On le sait, les drones explosifs envoyés par le Hezbollah représentent une menace aujourd'hui. On ne sait pas si c'est une menace tactique ou une menace stratégique pour l'État d'Israël, mais en tout cas, concrètement, il y a plusieurs soldats qui ont été tués au cours des dernières semaines à l'aide de ces drones explosifs. On parle d'une centaine de soldats qui ont été blessés depuis le début de l'opération en février, au début du mois de mars. Comment fait-on au sein de Tsahal pour essayer de neutraliser cette menace ? D'abord, il faut rappeler que aujourd'hui, les combats contre le Hezbollah au Liban, au Sud-Liban entre autres, sont le front prioritaire de Tsahal. Nous avons, alors nous parlons, 5 divisions au Sud-Liban qui font face donc à cette menace du Hezbollah. Nous avons, comme vous le savez, on va dire, écarté pour un moment les menaces de missiles anti-chars qui étaient auparavant à la frontière vraiment proche d'Israël. Donc il y a cette zone, on va dire une sorte de zone de sécurité qui a été mise en place pour que les forces de Tsahal soient présentes et que les éléments terroristes du Hezbollah soient plus éloignés pour donc, encore une fois, éloigner le risque de menaces directes de missiles anti-chars contre les maisons, les villages, les kibbutz, les moshav, le long de la frontière israélo-libanaise. Je rappelle, c'est quand même une frontière assez longue, les gens oublient, mais c'est une frontière de 120 km de long, et nous sommes à peu près entre 5 et 8 km en profondeur le long de cette frontière, encore une fois, pour faire face à cette menace. Maintenant, vous mentionnez les drones à fibre optique, qui sont effectivement une nouvelle menace à laquelle nous faisons face depuis maintenant plusieurs semaines, qui a fait malheureusement des morts et des blessés. D'ailleurs, je voudrais, avec votre permission, transmettre bon rétablissement à tous les blessés qui sont encore hospitalisés, dû entre autres à ces attaques de drones à fibre optique, et également, évidemment, transmettre nos condoléances aux familles qui ont malheureusement perdu des hommes, comme c'était le cas avant-hier à la frontière israélo-libanaise, en territoire israélien, par un drone à fibre optique. Et donc, il y a plusieurs méthodes qui se mettent en place, plusieurs moyens. Il y a également un travail acharné des services de recherche et de développement au niveau de Tsahal pour mettre en place des réponses. Mais encore une fois, la menace est là et nous y faisons face de différents moyens. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais il est clair que c'est une menace qui oblige Tsahal à une réaction précise et adaptée. Alors, il y a cette situation dans laquelle on voit que ces forces israéliennes, vous parliez de 5 divisions, qui sont déployées dans cette zone de sécurité. Finalement, elles sont statiques, ces forces israéliennes. Est-ce que justement, cet état des forces qui ne progressent pas aujourd'hui et qui sont obligées de s'installer ne favorise pas d'une certaine manière les attaques du Hezbollah contre ces unités de l'armée israélienne ? D'abord, elles ne sont pas statiques, comme vous le dites. Il n'y a pas ici de présence, comme c'était le cas avant le retrait de Tsahal en 2000. Lorsqu'il y avait donc des positions très en profondeur, il y a effectivement des éléments de protection de nos forces. Et encore une fois, je ne peux pas trop rentrer dans les détails, vu que nous sommes sur place. Mais le but de ces opérations est de faire que le Hezbollah n'est plus une menace pour Israël. Et alors, nous parlons, il y a des combats intenses. Il y a des combats intenses à l'intérieur,
Il y a des combats également, parfois, le long de la frontière, pour encore une fois, lorsqu'il y a... des combats, c'est pas des combats en tant que tels, c'est surtout des actions anti-drones ou anti-missiles qui provoquent aussi des alertes. Il y a aussi des intentions du Hezbollah de tirer vers le territoire israélien. Donc tout cela réunit fait que dans cette situation-là, nous sommes dans une action préventive importante. Dans le même moment, comme vous savez, il y a aussi des contacts et des rencontres à Washington entre le gouvernement libanais et les éléments israéliens pour discuter d'une situation entre les deux États. Mais ces contacts ne font pas que le Hezbollah, lui, ne continue pas à être une menace. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation, je dirais, complexe, où il y a du côté israélien, du côté libanais, une volonté d'arriver, en tout cas de discuter pour arriver à des accords. Ça, c'est l'échelon politique qui en est responsable. Mais le Hezbollah, lui, il écoute non pas Beyrouth, mais il écoute Téhéran. Et en fait, nous voyons même que du côté iranien, il y a une volonté de faire un linkage, c'est-à-dire un lien direct entre les intérêts iraniens stricto sensu et le Hezbollah. Et l'Iran, en fait, indique à chaque fois que elle a son mot à dire, même beaucoup plus que ça, sur ce qui se passe au Liban. Et lorsqu'elle parle avec des intermédiaires, elle mentionne le Hezbollah comme étant à part entière un élément de la politique iranienne. Alors, est-ce que, comme l'affirment certains observateurs, les soldats israéliens combattent dans la zone de sécurité au sud du Liban avec au moins un point lié, on va dire, est-ce que aujourd'hui peut-être on se pose la question, parce que l'armée de l'air qui était extrêmement présente, on va dire au début de l'opération, surtout depuis qu'il y avait un cessez-le-feu avec l'Iran, eh bien on voit que l'armée de l'air ne bombarde pas des positions du Hezbollah au-delà du fleuve Litani. Elle ne bombarde quasiment pas, on va dire, des positions du Hezbollah, de la direction du Hezbollah dans la Darya à Beyrouth. Est-ce que, quelque part, les Américains freinent, on va dire, les possibilités de riposte de l'armée israélienne contre le Hezbollah? Vous savez qu'il y a quelques jours, nous avons éliminé le chef de l'unité Radwan, qui se trouvait à Darya, dans le sud de Beyrouth. Nous avons également frappé des éléments Hezbollah dans d'autres endroits du Liban, entre autres dans la vallée de la Beka. Lorsqu'il y a besoin, nécessité, ça le fait, et personne, en tout cas aucun terroriste ne sera en sécurité nulle part lorsqu'il veut menacer, attaquer Israël. Ça, c'est la politique d'Israël. Mais il y a aussi, comme vous le savez, un cessez-le-feu. Et c'est bon aussi de rappeler que nous ne sommes pas en guerre avec le Liban ni avec les Libanais, mais avec le Hezbollah. Et le Hezbollah, lui, en fait, tente d'entraîner de nouveau le Liban et les Libanais dans une aventure de guerre. Maintenant, la question qui se pose, je la pose sans y répondre. Faut-il quelque part, évidemment que non, bien sûr, mais faut-il quelque part aller selon le plan du Hezbollah, qui lui veut tout faire pour créer de nouveau une aventure de guerre, mettre cette situation de contact entre le Liban et Israël en péril et en fait produire une aventure de guerre dans l'intérêt de l'Iran, dans l'intérêt du Hezbollah. Et ce que fait Tsahal et ce que fait Israël, d'abord nous le faisons parce que Tsahal agit, comme vous le savez, selon les directives de l'échelon politique, et en aucun cas selon les directives sans aucun contact avec le gouvernement israélien. Évidemment qu'il y a ces directives politiques qui indiquent et qui donnent les directions d'action. Et alors nous sommes là pour, encore une fois, protéger la frontière israélienne au nord, empêcher des infiltrations du Hezbollah et des rapprochements d'unités du Hezbollah à la frontière sud-Liban vers Israël, et de détruire les infrastructures du Hezbollah. Le but de tout cela mais il n'est pas seulement dépendant de nous, le démantèlement et le désarmement total de cette armée terroriste du Hezbollah, encore une fois à la botte de Téhéran, et non pas sous contrôle de Beyrouth. Et comme vous le savez, c'est une situation qui n'est pas nouvelle. Ça fait des dizaines d'années que le Hezbollah attaque Israël, qu'Israël se défend contre le Hezbollah, et que nous continuons à tout faire, encore une fois, je répète, pour défendre et protéger
la population israélienne au nord d'Israël. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, et surtout depuis le 2 mars, depuis le jour où le Hezbollah a décidé d'attaquer Israël et de rejoindre en fait l'intérêt iranien dans la guerre que nous avons menée avec les Américains contre le régime des Mollahs. Alors, une question aussi sur l'autre front dont on parle beaucoup moins ces dernières semaines, c'est celui de la bande de Gaza. On dit, en tout cas les informations affirment que le Hamas se renforce, qu'il est en train de reprendre du poil de la bête. Ce matin, les quotidiens israéliens parlent d'un renforcement du mouvement terroriste à l'aide de l'aide humanitaire qui est acheminée tous les jours dans la bande de Gaza, plus de 600 camions. Est-ce que finalement, dans la bande de Gaza, on ne risque pas de devoir repartir au combat pour essayer à nouveau d'affaiblir le Hamas ? Vous avez tout à fait raison, Daniel, de mentionner le front sud. Nous avons également beaucoup de forces le long de la frontière et également nous contrôlons une bonne partie de la bande de Gaza, jusqu'à la ligne jaune en tout cas. Et il est clair que le Hamas essaye de se renforcer et continue à voler de l'aide humanitaire et à la revendre pour encore une fois obtenir de l'argent et pour ensuite se réarmer et recruter de nouvelles recrues au sein du groupe terroriste. Israël a l'œil sur le Hamas, sur ce qui se passe, et il est clair qu'en aucun cas nous laisserons le Hamas redevenir une menace pour Israël, comme c'était le cas avant le 7 octobre. Encore une fois, nous sommes toujours sur plusieurs fronts, comme vous le voyez au sud Liban face au Hezbollah, dans la bande de Gaza face au Hamas. La situation est différente parce que nous sommes maintenant dans des parties à l'intérieur de là où se trouvait la menace elle-même. Je parle de la bande de Gaza. Nous contrôlons 54% de la bande de Gaza à l'intérieur et nous frappons les éléments du Hamas lorsque nous le voulons selon un renseignement très, très précis. On a éliminé des terroristes du Hamas qui avaient pris part dernièrement à des atrocités, à des attaques du 7 octobre 2023. Nous n'oublions absolument rien. Nous avons tout noté, tout inscrit. Et nous l'avons dit au départ, aucun terroriste du Hamas ne sortira vivant lorsqu'il a été impliqué directement dans les attaques, les massacres du 7 octobre 2023. Mais on peut dire que la situation géopolitique est différente dans le sens que nous sommes face à ces menaces, nous les voyons, nous les suivons et nous agissons selon du renseignement très précis et il n'y a pas ici des faits de surprise face à ce qui se passe dans la bande de Gaza du côté du Hamas ni du côté du Sud-Liban. Nous sommes présents et nous sommes présents avec des forces extrêmement importantes. Je rappelle également des éléments de Tzahal au nord, du côté du Golan, du Hermon syrien. Et encore une fois, Tzahal aujourd'hui est dans une posture de protection des frontières et face à des ennemis effectivement, mais face à des ennemis qui savent que nous sommes prêts à agir et nous agissons comme vous le savez. Alors une dernière question Olivier, la Knesset a décidé la nuit dernière de voter une loi en vue de la création, de la formation d'un tribunal d'exception qui jugerait les milliers de terroristes responsables des massacres, des atrocités du 7 octobre, de la Nourba, ce que l'on appelle la Nourba. Est-ce qu'il s'agira d'un tribunal militaire? Parce qu'on fait la comparaison déjà, certains observateurs font la comparaison avec le procès de Nuremberg. Ça sera un tribunal militaire ou alors un tribunal civil? Je ne sais pas. À l'heure où je vous parle, la décision, je crois, a été prise cette nuit ou très tard en soirée par la Knesset à une très grosse majorité, je crois 93 députés, effectivement. N'est-ce pas, ont voté pour cette proposition de loi. Je veux dire, il est clair que le 7 octobre 2023 marque dans l'histoire d'Israël, marque l'histoire d'Israël moderne face à la barbarie, à la cruauté à laquelle nous avons fait face.
et il est fondamental, évidemment, au-delà de l'élément militaire, de faire que ces massacres et ceux qui les ont perpétrés, évidemment, soient jugés et de manière exemplaire, parce que il est hors de question que les ennemis d'Israël, de loin ou de près, pensent qu'on peut toucher et tuer impunément des Israéliens sans qu'il y ait de réaction. Et donc, je ne sais pas encore une fois quels seront les développements. Ça, c'est un développement, on va dire, juridique et politique. Mais en tant que citoyen israélien, je soutiens évidemment ce vote à la Knesset et le processus judiciaire ou juridique de justice qui sera mis en place pour juger les responsables, les coupables de ces massacres. Merci beaucoup, colonel Olivier Rafovitz, d'avoir été avec nous, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur la situation sécuritaire donc de l'État d'Israël, en particulier au sud Liban, mais pas seulement, dans la bande de Gaza également. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation, Olivier. À bientôt. Merci, Daniel. Quelle que soit l'issue de la guerre économique et pétrolière, jusque-là assez confuse et sporadique, menée contre l'Iran par le président Donald Trump dans le détroit d'Ormuz, afin de défendre au mieux les intérêts planétaires américains, il appartiendra en dernier ressort à Israël de combattre jusqu'au bout cet Amalek de notre temps, en débarrassant enfin le monde et la région de la dictature iranienne. Certes, il faut reconnaître que jusque-là, aucun président américain n'avait à ce point concrétisé et poussé si loin l'alliance stratégique et militaire passée depuis plus de 6 décennies entre les États-Unis et Israël, puisque à 2 reprises, depuis juin 2025, l'US Army et Tsahal ont conjugué leurs efforts afin d'entreprendre la destruction de la machine de guerre iranienne, notamment au printemps dernier, puis surtout en mars de cette année. Cependant, malgré tous ces efforts militaires communs des États-Unis et d'Israël, au total pendant plus d'une 50aine de jours d'intenses bombardements depuis juin 2025, on n'a pu que constater combien le régime des mollahs de Téhéran s'était bel et bien préparé depuis de longues décennies à cette épreuve de force. Premièrement, en transformant l'Iran tout entier en une gigantesque forteresse militaire, décentralisée mais surtout souterraine, avec des centaines d'arsenaux et d'entrepôts de stockage de leurs nombreux missiles et industries d'armement profondément enfouis plusieurs dizaines de mètres sous terre. Deuxièmement, en divisant ce pays, en fait 3 fois plus étendu que la France et 65 fois plus vaste qu'Israël, en une trentaine de districts autonomes, chacun doté de représentants locaux et dûment mandatés par le gouvernement central de Téhéran, non seulement pour appliquer dans toutes ces régions les directives du pouvoir exécutif et militaire de la République islamique, mais aussi pour prendre, le cas échéant, les décisions qui s'imposent dans ces zones en cas d'urgence, notamment afin d'enrayer et de museler avec une main de fer toutes les velléités de rébellion ou de protestation contre le régime de la part des populations. Une autre forme de décentralisation, donc, qui de facto a multiplié l'implacable mainmise des mollahs sur tout le pays. Or, force est de constater que ces 2 opérations offensives menées par Israël et l'Amérique n'ont pas pu venir à bout de leur régime pourtant honni par au moins 70% des citoyens de ce pays terriblement bâillonnés, cadenassés et muselés durant des décennies. Si bien qu'en Israël, en tout cas, malgré tous les dégâts et destructions provoqués par les tirs répétés de missiles iraniens sur notre pays, et en dépit de toutes les craintes que ce conflit régional ne s'envenime encore davantage, tout cela a généré chez une majorité d'Israéliens un sentiment d'incomplétude, voire de frustration face à un travail de guerre non achevé. Notamment quand le président Trump a subitement décrété début avril un cessez-le-feu quasi unilatéral en reprenant les négociations avec le régime toujours en place des mollahs et en ouvrant avec lui ce nouveau chapitre d'une guerre économique dans le détroit d'Ormuz. Et ce, au lieu d'asséner à ce régime le coup de grâce qu'aurait constitué pour lui la destruction de ses centrales électriques et de ses infrastructures pétrolières et énergétiques. Un programme de bombardement massif et très ciblé déjà dûment mis au point par l'aviation et la marine de Tsahal et de l'US Army. En fait, face à l'intransigeance persistante des dirigeants iraniens, qui viennent d'ailleurs, en ce début de semaine, de refuser la sortie hors de leur territoire des 450 kilos d'uranium enrichi à 60%, enfouis sous terre, qui leur permettrait, une fois un mauvais accord éventuellement signé avec Washington, de fabriquer en quelques mois une douzaine de bombes atomiques. Eh bien, malgré cela, Trump ne cesse de brandir depuis un mois des menaces militaires et des deadlines sans cesse remis à plus tard pour tenter, mais sans succès, de faire entendre raison aux Iraniens sur ce point capital.
lequel déterminera en fait qui est en définitive le véritable vainqueur de cette guerre. Certes, chacun des adversaires de ce complexe face-à-face escompte gagner du temps à sa manière. Trump, de son côté, afin de ruiner l'Iran en empêchant ses pétroliers d'exporter l'or noir perse, ce qui fait perdre au Mollah un demi-milliard de dollars par jour, pendant que l'Iran continue, pour sa part, de tirer des missiles et des drones explosifs contre certains pays du Golfe alliés aux USA, comme s'il ne s'agissait d'ailleurs pas là, chaque fois, d'un véritable casus belli qui aurait dû normalement provoquer les foudres américaines, et ce, de la part des Iraniens, afin de brandir encore face à Washington et Jérusalem la menace de l'éventualité d'une guerre régionale totale. S'il est vrai qu'en agissant ainsi avec tous ces atermoiements à répétition de Trump, parfois très stressants, voire agaçants, les États-Unis pensent gérer et préserver au mieux leurs propres intérêts économiques, énergétiques et surtout géopolitiques, et notamment face à leur principal rival qu'est la puissance chinoise montante, tout cela donne toutefois l'impression que les USA ont quelque peu négligé la terrible oppression vécue par le peuple iranien, qui n'a guère pu envahir les rues des grandes villes du pays pour renverser lui-même ce régime honni. C'est que dans cette guerre dont on ne voit pas encore l'issue, et qui n'est autre que la guerre contre Amalek, évoquée par la tradition et la sagesse millénaire d'Israël, pour désigner cet ennemi radical et impérialiste du genre humain comme du créateur de l'univers, qui ne se dresse que pour exterminer Israël, eh bien malgré ça, il existe en fait, dans ce bras de fer, très au-delà des intérêts plus ou moins étroits ou bien compris des uns et des autres, un formidable enjeu purement moral, à savoir la nécessité de mettre à bas ce régime totalitaire et sanguinaire, cette dictature islamiste fanatique pour qui la fin justifie toujours les moyens, cet Iran des mollahs qui n'a cessé depuis 5 décennies de financer dans toute la région nombre de groupes terroristes, irrédentistes, de proxys à sa botte, tous fauteurs de nombreuses autres guerres et massacres, aussi bien en Irak, en Syrie, au Liban qu'à Gaza et au Yémen. Or, c'est justement pour toutes ces raisons spécifiquement morales et presque ontologiques qu'il incombe et incombera à Israël de mener lui-même tôt ou tard cette guerre jusqu'au bout. Et le plus tôt serait le mieux. Et ce matin, les quotidiens israéliens soulignent que la Knesset a voté hier la loi permettant de juger dans une procédure spéciale les terroristes impliqués dans les massacres du 7 octobre. Ce matin, la manchette du Yediot Aharonot est consacrée à la publication d'un étonnant rapport, un rapport réunissant plus de 10 000 témoignages, vidéos et photos des atrocités commises par les terroristes palestiniens durant cette terrible journée il y a 2 ans et demi. Et l'une des principales conclusions de ce rapport fait donc la manchette du Yediot Aharonot, l'utilisation d'agressions sexuelles contre les victimes israéliennes a été faite par ces terroristes avec une cruauté extrême dans le but de maximiser la douleur des victimes et d'amplifier leur humiliation. À noter que dans ce rapport figurent également les détails des sévices commis par les terroristes du Hamas et du djihad islamique sur les 251 otages kidnappés ce jour-là dans le pourtour de la bande de Gaza. Le Maariv cite également le député Simcha Rothman qui considère que ce tribunal spécial qui va juger les terroristes du 7 octobre sera comparable à celui du procès de Nuremberg en 1946. Le Israël Hayom consacre ce matin sa manchette à un scoop sur la situation dans la bande de Gaza avec un titre qui paraît incroyable, surtout pour ceux qui, depuis plus de 2 ans, clament que la famine sévit dans la bande de Gaza. En effet, selon Tsahal, l'aide humanitaire qui entre au quotidien dans la partie palestinienne de la bande de Gaza serait 2 fois plus importante qu'elle ne devrait l'être. Et la conséquence est que le Hamas qui contrôle cette aide ne cesse de se renforcer. Selon l'armée israélienne, chaque jour, 600 camions d'aide humanitaire pénètrent dans la partie occidentale de la bande de Gaza où se trouve la population civile palestinienne. Parallèlement, des centaines de drones, eux, acheminent des armes en provenance de l'Égypte sans que Tsahal ne parvienne à les neutraliser. Et une révélation, Binyamin Netanyahou a donné l'ordre à la suite de ces informations de réduire le volume de l'aide humanitaire avant de se rétracter, probablement suite à des pressions de la part de l'administration Trump. Et le journal publie une photo justement de ces camions d'aide humanitaire qui entrent au quotidien dans la bande de Gaza. Et puis ce matin, les quotidiens israéliens reviennent sur la mort du sergent-chef Alexander Globaniov qui a été tué par un drone explosif au sud Liban. Le Israël Hayom nous montre une photo de ses obsèques avec son épouse et l'un de ses enfants qui est déjà grand puisque Alexander avait 47 ans et qu'il continuait malgré tout à faire des périodes de réserve en dépit de son âge avancé. Alexander était un père fantastique pour ses enfants, a expliqué sa femme dans son oraison funèbre, tandis que sa mère a raconté qu'il était son fils unique. Quant au Yediot Aharonot, il nous annonce que
Tzal va distribuer désormais des kits de protection contre les drones explosifs du Hezbollah. Ces unités déployées dans la zone de sécurité au sud Liban. Yossi Yehoshua, le spécialiste sécuritaire du journal, explique que les terroristes du Hezbollah sont dispersés à travers le sud Liban et ils disposent de ces drones qui empoisonnent la vie des soldats israéliens. Selon lui, il y a plusieurs moyens d'agir pour neutraliser ou tenter de neutraliser cette menace, soit frapper la direction du Hezbollah à Beyrouth, soit effectuer un traitement intensif qui empêche par exemple aux terroristes de se préparer à tirer des drones, soit une confrontation face à face. Et puis ce matin, dans le Israël Hayom, il faut lire l'éditorial du général Tzvika Chaïmovitch sur la situation sécuritaire d'Israël. Dans cette analyse, le général Chaïmovitch détaille une réalité sécuritaire qui n'est pas particulièrement optimiste pour l'État d'Israël. D'un côté, au sud Liban, la menace des drones et la poursuite d'un conflit en dépit du cessez-le-feu avec le Hezbollah. De l'autre, l'Iran avec des menaces qui demeurent vivaces comme celle du nucléaire iranien et des missiles balistiques, sans parler de la bande de Gaza où le Hamas se renforce, de la Judée-Samarie où l'instabilité demeure et de la communauté internationale qui ne cesse de condamner Israël. Pour le général Chaïmovitch, il va falloir se faire une raison. L'État d'Israël est désormais condamné à vivre, en tout cas au moins au cours des prochaines années, dans une forme de rengaine de conflit et de confrontation avec ses ennemis. Et donc il doit s'engager à maintenir malgré tout une certaine stabilité dans la région. Et puis ce matin, tous les journaux et les quotidiens israéliens consacrent des titres et des analyses à la crise autour de la nomination de Roman Goffman à la tête du Mossad. Les journaux se font l'écho de la colère de Binyamin Netanyahou envers le chef sortant du Mossad, Edi Barnea, qui a envoyé de sa propre initiative une lettre à la conseillère juridique du gouvernement, Galit Barav Miara, en y affirmant qu'il ne fallait pas nommer Goffman à ce poste. Les journaux expliquent que cette nomination sera débattue aujourd'hui par la Cour suprême et le Israël Hayom croit savoir que le Premier ministre redoute que la Cour invalide cette nomination de Roman Goffman. Quant à Ben-Dror Yemini, il consacre son éditorial dans le Yediot Aharonot à ce qu'il appelle l'hyperactivisme de la conseillère juridique du gouvernement. Et il estime que Mme Barav Miara en fait trop et par son opposition à la nomination de Roman Goffman, qui a pourtant été validée par la commission des nominations, elle porte atteinte de facto à l'état de droit. Le Yediot Aharonot lui a choisi de citer en première page un expert qui connaît l'affaire qui entrave justement la nomination de Goffman et qui affirme le général Goffman n'a joué qu'un rôle très marginal dans cette affaire. Le Israël Hayom se fait ce matin l'écho de l'actuel dilemme politique du Premier ministre Netanyahou avec la rentrée parlementaire. Devant M. Netanyahou, deux options, soit provoquer une dissolution du Parlement et donc des élections dans les 3 prochains mois, soit aller jusqu'au bout de la session d'été qui s'est ouverte dimanche et tout faire par exemple pour faire voter la fameuse loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot. En marge de ce dilemme, le Premier ministre va devoir mesurer l'impact des nouvelles formations politiques de droite qui risquent d'affaiblir son bloc politique et il va devoir donc d'une certaine manière tenter d'apaiser la tension provoquée par son intention de réserver 10 places de choix dans la prochaine liste électorale du Likoud à des candidats ou à des personnalités de son choix. Et comment fera-t-il, se pose la question, pour résoudre ces équations. La réponse est celle d'un de ses proches chez Binyamin Netanyahou. Ce sont les sondages qui décideront de sa politique. Et puis ce matin, tous les quotidiens et les sites d'information souhaitent une bonne chance à Noam Betan. C'est en effet ce soir que Noam, le candidat israélien au concours Eurovision de la chanson, se produira en demi-finale de ce concours. Le Yediot Aharonot titre « L'Europe est à lui » et il souligne Noam aura le soutien de tout un pays. Tandis que le Israël Hayom nous montre en première page Noam et il demande à ses lecteurs de croiser des doigts afin qu'ils puissent se qualifier pour la finale. Et ce serait là alors la 4e fois consécutive que l'État d'Israël et ses représentants se qualifient pour cette finale du concours Eurovision de la chanson cette année à Vienne. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Netanel Slama. Netanel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel, bonjour à vous et bonjour aux auditeurs. Merci d'être avec nous en direct du Shomron, peut-être même exactement de votre localité où vous habitez depuis de nombreuses années, la localité d'Eli. Nous vous avons sollicité pour essayer d'avoir votre réaction après les décisions annoncées par l'Union européenne de sanctionner l'État d'Israël, sanctionner en particulier, on va dire, certains habitants de Judée et de Samarie à la suite de ce que les Européens appellent les violences commises par des habitants juifs de Judée et Samarie envers la population civile palestinienne. Quelle est votre réaction à ces derniers développements ? Déjà, c'est une volonté de sanctionner surtout des organisations qui ont un attachement profond pour la conquête des terres sur le terrain.
des organisations comme Hashomer Hadash. Je ne sais pas si vous avez lu un peu l'histoire d'Israël, Oui. à l'époque de Tel Hai et de Kfar Giladi, où le même mécanisme, en fait, d'éviter de vols agricoles et d'éviter que les implantations juives soient mises en danger au quotidien. Alors, certains juifs ont pris le choix de prendre des armes et de faire une protection eux-mêmes. Et 100 ans plus tard, une jeunette, qui a maintenant près des jeunes de 15 ans encadrés par des anciens soldats qui viennent et qui font une protection jour après jour, nuit après nuit pour ces agriculteurs, pour au final se retrouver dans des situations où les implantations juives, les fermes et les agriculteurs autour de ces implantations juives prennent possession complète des territoires qui sont définis dans les accords d'Oslo. En fait, cette réprimande que l'Europe fait au peuple juif, c'est en fait un compliment pour nous. Parce que dans 100 ans, quand on ouvrira l'histoire, on verra le nom de Meir Deutsch, on verra le nom de Daniela Weiss, et on dira, voilà, ce sont ces juifs-là qui ont insufflé cette volonté de s'attacher complètement à la terre d'Israël et de s'y installer complètement à l'encontre des volontés des Européens et des Arabes. Et quand on nous parle de violence palestinienne, on en a parlé maintes fois, même sur cette antenne, on voit très bien que c'est complètement ridicule. La violence du peuple palestinien elle est beaucoup plus profonde. On va faire les 1 an de la Guez, une dame qui est partie accoucher, qui s'est retrouvée tuée par balle en allant accoucher. Ça, c'est de la violence. Alors que des jeunes juifs israéliens qui prennent des territoires qui leur appartiennent de droit, même selon les accords d'Oslo, c'est pas du tout de la violence, c'est tout simplement du sionisme. Et si l'Europe aujourd'hui est contre le sionisme, ça fait bien longtemps qu'on sait qu'ils sont du mauvais côté de l'histoire, qui continuent à l'être. Les chiens boiront, la caravane continuera à passer de toute façon. Mais finalement, même si effectivement on peut d'une certaine manière comprendre ce que vous dites et s'insurger d'une certaine manière contre la décision de l'Union européenne, finalement, est-ce qu'on ne donne pas à l'Union européenne, qui est de facto souvent opposée à l'État d'Israël, on va dire un fouet pour se faire battre, parce que il y a en Judée et en Samarie des éléments qui sont des éléments radicaux qui causent du tort à la cause générale de la construction des implantations. Je parle en particulier de ces éléments radicaux qui multiplient les violences. Il y en a eu ces derniers mois. Comment d'abord, vous, concrètement, est-ce que ces jeunes-là, comment vous les considérez? Comment vous pensez que, justement, les responsables de la Judée et de la Samarie, que ce soit les civils, que ce soit l'armée, doivent considérer cette problématique? Déjà, on va tuer le poussin dans l'œuf. Ce qui a été dénoncé par la Commission européenne, c'est pas du tout comme on pourrait appeler les Narekvaot ou les jeunes de 15-16 ans qui vont faire du vandalisme. Pas du tout ça. C'est des associations qui ont une adresse, qui ont pavillon sur rue, qui sont instaurées depuis 20 ans. C'est des gens qui travaillent au quotidien, main dans la main avec la loi, avec les autorités israéliennes, pour justement éviter que d'autres personnes qui sont hors la loi viennent prendre des territoires interdits. Et le mouvement Regavim, c'est une organisation non gouvernementale, c'est une ONG qui a pour but de garder les terrains qui sont aux yeux de la loi israélienne qui appartiennent à l'État d'Israël. Donc c'est pas du tout une organisation qui est hors la loi, c'est une organisation qui vient faire protéger la loi, qui va faire appliquer la loi sur les territoires qui sont, on va dire, un peu oubliés par certains gouvernements israéliens. L'organisation Nachala, c'est une organisation qui va mettre en sorte faciliter l'implantation de nouveaux points d'habitation en Judée-Samarie, même dans la bande de Gaza. Après, ils ont leur rêve aussi d'aller s'installer peut-être au Liban, peut-être en Syrie, mais c'est pas la commission d'enquête européenne, elle va pas nous parler du petit jeune de 15 ans qui est parti jeter une pierre sur un berger palestinien. C'est pas ça qui dérange les Européens. Au contraire, les Européens, ça leur arrange de voir ça parce qu'ils peuvent faire une symétrie. Nous, on sait très bien que cette symétrie, elle est complètement ridicule, elle n'existe pas. Mais aujourd'hui, cette commission d'enquête, en fait, à mes yeux, est un acte de valorisation pour montrer ceux qui aujourd'hui, jour après jour, défendent la terre d'Israël, mais vraiment, c'est pas seulement la terre d'Israël dans le pays de l'État d'Israël.
La terre, chaque centimètre de terre, combien de larmes et de sang et de pleurs ils mettent pour chaque centimètre de terre. Et c'est ça c'est ça aujourd'hui cette commission. C'est pour ça que moi, à la limite, quand on vient en parler, que les Européens pensent, ça nous passe derrière l'oreille, on s'en fout. Ils peuvent continuer à parler jusqu'à demain. Nous, notre destinée de venir s'installer, d'habiter en terre d'Israël, elle est complètement ancrée, elle est là. Et s'il y a aujourd'hui une organisation qui, de gré ou de force, va faire un témoignage historique sur ça, alors pourquoi pas? Au final, c'est un témoignage historique de plus. J'étais à l'Omar Shav aussi à l'époque avec Dov Offenheimer. Tous les ans, il faisait un bilan de combien de maisons ont été construites en Judée-Samarie. Au final, on s'est dit pourquoi pas, on va peut-être lui donner un prix pour avoir fait autant de témoignages historiques sur les implantations juives en Israël. Alors, c'est comme ça que je le vois, moi. Voilà, c'est comme ça que vous le voyez. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous soutenez la réaction de Bezalel Smotrich, leader du parti sioniste religieux et ministre des Finances, qui a dit qu'il fallait tout simplement que c'était une excellente occasion pour annuler purement et simplement tous les accords d'Oslo, ce partage entre zones A, B et C, et faire en sorte que la Judée et la Samarie, ce soit une zone C sous contrôle israélien. Vous savez, j'ai entendu une conférence d'un spécialiste de la défense israélien cette semaine. Il nous a expliqué une chose. Vous savez, quand Biden a bloqué les obus et les munitions pour Israël a compris qu'il fallait se battre différemment. Et finalement, on a fait un résultat irréversible dans la bande de Gaza, c'est avoir détruit plus de 60% de toutes les habitations dans la bande de Gaza. Vous êtes venus nous embêter en passant par la porte, on va sortir par la fenêtre. Vous êtes venus maintenant nous dire oui, c'est dommage que vous installez comme ça dans les territoires. C'est OK, alors maintenant, on va annuler les accords d'Oslo. Israël a complètement changé. On n'est plus dans cette position où on doit maintenant justifier chaque centimètre de terre ou chaque parcelle de terrain où nous voulons bien installer. Israël est la terre de nos ancêtres. Israël est notre pays. Et la Judée-Samarie fait partie de la terre d'Israël. Et c'est là où nous allons nous habiter. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, quoi que vous puissiez dire. Il y a un petit mot, en fait, juste, je veux pas finir l'interview sans le dire. Je pense que c'est une bonne chose pour les Juifs de diaspora de voir ces rapports et de lire de leurs yeux comment des Juifs sont prêts à donner autant et à se sacrifier autant pour une parcelle de terre. Parce que quand on voit ça donne énormément de baume au cœur, ça donne énormément de fierté, ça donne aussi des idées à ceux qui sont peut-être loin de la terre d'Israël de venir s'y installer, parce qu'il faut comprendre que c'est comme ça qu'on achète la terre d'Israël. Et peut-être ça les invitera à leur donner des vocations, à venir aussi se joindre à nous, parce que notre destin est là, notre avenir est ici, et il n'est pas ailleurs, quoi qu'il en fasse, quoi qu'il en advienne. Et vous n'êtes, c'est-à-dire, la réaction que vous avez par rapport à l'Europe et à ses préoccupations, on va dire morales et éthiques envers l'État d'Israël, qu'est-ce que vous en dites ? Vous savez, quand on est en Europe avec le woke qui s'est complètement installé dans nos institutions, on est forcément du côté du faible. C'est les Palestiniens qui sont les faibles, alors qu'au final, c'est eux les terroristes. C'est eux qui menacent nos femmes et nos enfants avec des Kalachnikov et des lance-roquettes. On est toujours du côté, on est contre le côté israélien. On peut analyser ça complètement. Mais aujourd'hui, à part dire à l'Europe, OK, si vous voulez être du côté des Arabes, allez-y, prenez-les et débrouillez-vous avec eux. Qu'est-ce que je lui dis de plus? Moi, je suis dans mon pays, je suis chez moi, je m'installe. On a compris qu'il faut arrêter de compter sur les Européens. Ils ont perdu leur rôle sur le Moyen-Orient, encore plus sur la scène internationale. À part regarder le Moyen-Orient comme une station-service, ils ont aucune influence qui est positive, aucune influence qui a été positive sur ces 100 dernières années au Moyen-Orient. Et c'était un peu casse-gueule pour tout le monde. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que qu'est-ce que ouais. OK, alors l'Union européenne n'est pas d'accord avec le fait que les Israéliens s'installent en Judée-Samarie. OK, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont apporter des maisons à Khan el-Ahmar. Alors allez apporter des maisons à Khan el-Ahmar. On va venir, on va les détruire. C'est tout. La machine a été mise en route. Après le 7 octobre, nous avons compris qu'il nous faut du terrain. Nous avons compris que nous avons besoin d'une armée puissante. Nous avons compris que ça ne sert à rien de s'excuser ou de se justifier devant qui que ce soit. La seule chose que les Européens veulent, c'est voir du sang juif dans la rue. Enfin, de toute façon, il n'y a que ce moment-là où ils sont pour les juifs. Alors moi, je préfère rester en vie et que personne m'aime, plutôt que de voir tous les jours aller enterrer
mes frères pour finalement avoir un peu de sympathie avec les gouvernements européens. Eh bien, on a bien compris votre message, Netanel Slama. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions autour de cette décision de l'Union européenne de sanctionner l'État d'Israël. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes habitant de la localité d'Eli en Samarie. Merci encore, Netanel. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée à vous aussi, aux auditeurs. Nous sommes en ligne avec Benjamin Toiti. Benjamin, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président d'Elnet Israël aujourd'hui, et avec vous, je voudrais qu'on analyse sur le plan diplomatique, on va dire, l'impact de ces décisions prises par l'Union européenne. D'abord, on va parler une question de principe avant de rentrer dans le détail justement de cette décision. C'est la première fois que la Hongrie n'oppose pas d'une certaine manière son veto, ou alors on va dire, permet à l'Union européenne une unanimité nécessaire pour faire voter des décisions au sein de l'Union européenne. Est-ce que c'est un tournant marquant, c'est-à-dire dans la diplomatie régionale par rapport à l'État d'Israël? Est-ce que l'État d'Israël est aujourd'hui plus affaibli dans sa relation avec l'Union européenne face à cette unanimité qui est nécessaire pour prendre des décisions? Non, je crois pas. Je crois que la situation elle se dégrade déjà depuis plusieurs mois et même plusieurs années. On est dans une situation post-7 octobre qui a beaucoup évolué et beaucoup changé. Après, est-ce que c'est un tournant? Je crois pas qu'on est encore déjà dans ce tournant-là. Il peut se passer encore beaucoup de choses. Je vous rappelle que l'Europe aussi vit en tout cas et dans un profond changement elle-même. L'année prochaine, en 2027, il va y avoir encore des élections en France, en Italie et en Espagne qui risquent de changer encore aussi la face de l'Europe et la politique européenne de l'Europe. Donc, je crois pas qu'on est dans un tournant. C'est sûr que le fait que la Hongrie ait une position un petit peu différente, ça change. Maintenant, il faut bien comprendre que la différence qu'il y a aujourd'hui avec ces sanctions, ce sont des sanctions sur des organisations particulières. Voilà. C'est pas une sanction contre Israël, c'est plutôt une sanction contre certaines organisations et leurs représentants, et qui n'est pas une sanction contre Israël. Aujourd'hui, il faut être clair aussi, c'est sûr que la Hongrie a été un veto, ou a porté son veto sur plusieurs sanctions qui ont été proposées par le passé contre l'État d'Israël. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et je vous rappelle aussi qu'aujourd'hui, hormis la Hongrie, le meilleur ami d'Israël dans l'Union européenne et en Europe, c'est l'Allemagne. Et l'Allemagne continue de bloquer beaucoup de sanctions ou de propositions, y compris françaises, qui pourraient venir pénaliser Israël. Il y a eu d'ailleurs, pendant la discussion hier à l'Union européenne, des propositions suédoises, entre autres, mais accompagnées aussi avec d'autres pays, de sanctionner beaucoup plus largement les produits ou l'importation de produits venant de Judée-Samarie, qui a été refusée, notamment par l'Allemagne. Alors, ok. Concrètement, cette décision, elle est actée. Elle va prendre effet très rapidement, apparemment. Comment on peut... Est-ce qu'il y a un moyen concret de la bloquer aujourd'hui ? Non, je crois pas. Cette décision, d'abord, elle a été actée. Elle rentrera en vigueur, si je me trompe pas, dans une quinzaine de jours ou une dizaine de jours, je me rappelle plus exactement. Mais elle a été actée et elle rentrera en vigueur dans les jours qui viennent. Est-ce qu'il y a un moyen de la contrer ? Pas vraiment. On pourrait activer peut-être des moyens juridiques au sein de l'Union européenne. Ça n'a pas vraiment de sens maintenant de faire ça. C'est surtout un combat diplomatique voire politique. Justement, qui continue. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs la réaction de Guy Donsar, mais les réactions israéliennes, elles continuent et on rajoute un petit peu de la tension à la tension. Alors justement, au sein de Elnet, c'est une part importante de votre activité, c'est d'essayer de mieux faire comprendre d'une certaine manière la position de l'État d'Israël. Comment on peut défendre, on va dire, l'État d'Israël dans ce genre de situation ? Qu'est-ce que l'on explique ? Qu'est-ce que l'on peut expliquer ou tenter d'expliquer à l'Union européenne en tant que telle face à de telles décisions ? Bon, d'abord, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'Europe a beaucoup évolué et que, comme je disais tout à l'heure, elle connaît en son sein, en elle-même, beaucoup de changements. Il y a aujourd'hui une très grande différence entre l'Europe de l'Est, donc tous les pays de l'Est qui sont confrontés, entre autres, à la menace russe, mais d'autres pays comme la Pologne ou la Tchéquie, qui sont aujourd'hui des amis d'Israël relativement fidèles, avec aussi parfois des critiques qui peuvent être légitimes, et l'Europe de l'Ouest.
ce que nous connaissons, les tensions que l'État d'Israël aujourd'hui connaît et affronte avec certaines critiques ou certaines réflexions depuis Paris, Londres ou Madrid, c'est totalement inédit, et ça fait que effectivement il y a des différences entre ces pays. Maintenant, nous, au niveau d'Elnet, nous essayons d'expliquer effectivement que parfois on a l'impression que les déclarations des dirigeants européens sont peut-être un petit peu mal adaptées ou difficilement compréhensibles par les Israéliens, par la population, mais aussi par la diplomatie israélienne. Donc nous nous efforçons, nous, chez Elnet, d'expliquer un petit peu plus les positions de chacun, et surtout d'écrire une complexité qui existe. Aujourd'hui, la relation Israël-Europe est très compliquée, elle se complique sur le terrain, elle se complexifie aussi par rapport à la relation qui existe entre les États-Unis et l'Europe, et la proximité qui existe entre Israël et les États-Unis. Donc il y a tout un ensemble de choses qui fait que c'est pas si simple, qu'il y a beaucoup de complexité et qu'il faut prendre en compte toute cette complexité. Alors, justement, Benjamin, est-ce que c'est ce que disait tout à l'heure Netanel Slama? Il disait que l'Europe, elle est enveloppée par le wokisme, et donc le wokisme, c'est l'incapacité de rentrer dans la nuance ou dans un phénomène complexe. C'est tout blanc ou tout noir. Est-ce que les Européens sont capables de comprendre cette complexité, ou c'est véritablement un mur infranchissable? D'abord, cette complexité, elle est, pour être complètement honnête, elle n'est pas qu'en Europe. Ça existe aussi aux États-Unis, ça existe aussi en Asie, ça existe aussi en Amérique du Sud. C'est un phénomène mondial qui touche beaucoup de populations, peut-être même l'humanité tout entière. Ensuite, est-ce que la population européenne et les dirigeants européens sont capables de comprendre qu'il y a des nuances? Je suis convaincu que oui, sinon je ne ferais pas ce que je fais aujourd'hui. Donc effectivement, nous, notre travail, c'est d'expliquer cette complexité. On ne peut pas réduire tout à blanc ou noir avec je suis pour ce camp-là ou je suis pour ce camp-là. Il y a forcément des nuances à avoir, et il y a aussi beaucoup d'intérêts. Ce qui fait que, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des différences aujourd'hui entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est, parce que la relation diplomatique aujourd'hui se base de plus en plus sur des intérêts, malheureusement peut-être, et heureusement aussi pour l'État d'Israël, mais elle se base aussi beaucoup sur des intérêts, pas seulement sur des valeurs. Les valeurs occidentales aujourd'hui sont remises en question par beaucoup de pays et par beaucoup de populations qui vivent aujourd'hui sur les territoires européens, mais pas que. Mais la question des intérêts communs aujourd'hui, elle est fondamentale pour comprendre la diplomatie, même si ça a toujours existé. En tout cas, la diplomatie moderne, qui fait que les pays de l'Est, par exemple, aujourd'hui, sous la menace russe, sont beaucoup plus proches d'Israël parce qu'il y a beaucoup d'intérêts, des échanges de technologies, des échanges de renseignements, des échanges d'expériences aussi du terrain entre, par exemple, les Ukrainiens et les Israéliens, ou les armées de l'air différentes, ou les moyens en tout cas de se défendre de menaces aériennes entre l'Ukraine et certains autres pays dans l'Est de l'Europe et Israël. Et aussi on peut voir, on voit très bien aujourd'hui le rapprochement entre les pays du Golfe et Israël, qui ont des intérêts communs dans la lutte contre l'Iran et dans le développement régional. Donc on va voir ça de plus en plus. Il y a beaucoup de projets qui existent aujourd'hui avec d'autres pays émergents comme l'Inde par exemple, où on voit aussi qu'il y a beaucoup d'échanges avec Israël. Le président indien était là il y a quelques mois, et il y a des projets comme le projet IMEC, qui est un corridor économique qui ira d'Inde en Europe et qui peut faire que les rapprochements seront encore nombreux. On peut parler d'énergie, on peut parler de beaucoup de choses qui font que les intérêts aujourd'hui convergent beaucoup, et que les Européens devraient comprendre aussi, tout comme les Israéliens, que c'est leur intérêt d'améliorer et de continuer à entretenir cette relation. Alors un mot sur la France. Est-ce que la France joue un rôle dominant dans ce processus de condamnation ou de sanction contre l'État d'Israël? De plus en plus, malheureusement. Et on voit les déclarations du ministre des Affaires étrangères français hier. On a l'impression parfois que, je vais le dire un petit peu crûment, mais que c'est un personnage qui est un peu déconnecté de la réalité et qui ne comprend pas vraiment de quoi il s'agit, avec des déclarations qui sont souvent très anti-israéliennes, beaucoup parfois en essayant de balancer, mais sans réellement comprendre. Donc la position de la France aujourd'hui est particulièrement compliquée. Après plusieurs années qui ont été avant ce 7 octobre, qui ont été de très bonnes années dans la relation France-Israël, avec beaucoup d'échanges de renseignements, beaucoup de nouveaux échanges économiques qui sont aujourd'hui complètement anéantis
par la politique étrangère de la France qui est malheureusement beaucoup trop anti-israélienne. Et oui, il y a beaucoup d'engagements français. On l'a vu l'année dernière et cette année, au mois de juin, il me semble que ce sera le 12 ou le 13 juin, il y aura une espèce de célébration que les Français organisent de la reconnaissance de l'État palestinien qu'ils ont encouragé, eux, l'année dernière. Donc on voit que justement cette reconnaissance, par exemple, c'est une étape que les Français ont poussée et qui l'ont peut-être mal compris la réalité du terrain ici en Israël. Donc oui, il y a aussi une complexité dans la relation entre la France et Israël, et on a parfois le sentiment, encore plus nous Français vivant en Israël, qu'il y a une incompréhension complète de la réalité du terrain. Et comment vous expliquez, ça sera ma dernière question, ce parallèle que les Européens tentent toujours de faire entre, on va dire, la violence des habitants juifs ou de certains habitants juifs en Judée-Samarie et les terroristes palestiniens qui soient du Hamas. C'est cette volonté de mettre sur le même piédestal le Hamas et les Israéliens. Comment vous l'expliquez? Et comment on peut lutter face à cela? Alors, je pense que, encore une fois, ça fait partie de cette incompréhension-là. Il y a beaucoup de pression sur les politiques français de la rue, même s'il y a une majorité silencieuse que je suis convaincu pourra aussi, ou en tout cas est en faveur des positions israéliennes et même américaines. Mais il y a beaucoup de pression de l'opinion publique en France, en Europe en général, mais en France en plus particulier, surtout maintenant qu'on va rentrer dans des périodes électorales, qui font que parfois les politiques, ou souvent même les politiques français, n'arrivent pas vraiment à tenir sous la pression, et ça les pousse à prendre des décisions qui sont malheureuses. Ensuite, je pense aussi que c'est beaucoup basé sur de la mésentente. Il y a un passé diplomatique français avec des équations qui ne sont plus actuelles depuis le 7 octobre, qui n'ont sans doute pas été même avant, mais en tout cas qui sont encore moins actuelles aujourd'hui, avec l'obsession française, en particulier européenne aussi parfois, mais essentiellement française, sur la solution à deux États, les colonies, etc., qui font qu'aujourd'hui il y a cette mésentente-là. Mais qui, je suis convaincu, ne sont pas la réalité. Il y a une réalité du terrain qui fait que il y a une vie aujourd'hui concrète en Judée-Samarie. Il y a des tentatives de déformation de la réalité, de changement de sémantique. Vous connaissez tout ça. Vous en parlez beaucoup sur vos antennes et on en parle beaucoup dans les médias francophones. La déformation de la Judée-Samarie, la Cisjordanie, et encore beaucoup de choses qui font que on rajoute encore de la tension. Mais la relation Israël-France, la relation bilatérale, même avec l'Europe, a toujours été saccadée de haut et des bas, avec beaucoup d'incompréhension, beaucoup aussi de paradoxes. Et on le voit encore, ce paradoxe aujourd'hui, puisqu'on est en 2026, après 3 ans de guerre, la balance commerciale et les échanges commerciaux entre la France et Israël, ou entre l'Europe, pas entre la France et Israël, pardon, entre l'Europe et Israël, sont toujours les mêmes. On parle toujours de plusieurs dizaines de milliers de dollars par an d'échanges commerciaux. Il n'y a pas eu de réel changement dans les échanges commerciaux. Et pourtant, il y a toujours cette critique et ces réflexions politiques qui gèrent, en tout cas qui saccadent cette relation. Et c'est parfois malheureux, et ça rajoute de la tension à la tension, qui fait que on a encore plus d'incompréhension parfois. Eh bien, on va en rester là. Benjamin Toiti, merci beaucoup pour nous avoir éclairé sur cet aspect diplomatique de la crise donc entre l'Union européenne et l'État d'Israël aujourd'hui autour de ces sanctions de l'Union européenne. Merci beaucoup. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président de Elnet Israël. Merci Benjamin d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. Merci, Boker Tov.